Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal qui est tenue exceptionnellement à huis clos le 26 janvier 2021 à 19h30, alors qu'il y a les membres du Conseil qui sont à leur domicile ainsi que les membres du personnel qui sont présents. Alors, je vais prendre des présences. Monsieur François Racine. Présent. Racine, présent. Jean-Guy Lajeunesse. Jean-Guy Lajeunesse, présent. Monsieur Legault. Legault, présent. Monsieur Jean-Guy Blot. Jean-Guy Blot, présent. Monsieur François Robillard. Présent. Et Madame Frédérique Lantier. Présente. Alors, sont aussi présents le directeur général, Monsieur Carl Scanlan, et la greffière, Madame Marie-Josée Rousseau. Alors, avant de débuter, bonsoir à tous. Pour cette première séance régulière du Conseil municipal en 2021, je voudrais d'abord vous souhaiter au nom du Conseil municipal une excellente année sous le signe de la santé et de la sérénité. J'aimerais sans plus tarder aborder brièvement un sujet qui a défrayé la manchette cette semaine dans le Journal de Montréal, à savoir une présumée intervention de ma part auprès d'un procureur de la Cour municipale de Deux-Montagnes concernant une contravention de 150 $ abrogée par Pointe-Calumet. Je me contenterai de répéter ce que j'ai dit à l'auteur du reportage, à savoir que je n'ai jamais parlé avec le procureur en question. Je remercie la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, qui a réagi avec empressement en demandant à la Commission municipale du Québec d'enquêter immédiatement sur cette affaire. Cela va permettre, j'en suis persuadée, de rétablir les faits et de faire cesser les interprétations à l'emporte-pièce, ainsi que les commentaires désobligeants que je reçois depuis la publication de cet article préjudiciable. Cela m'amène à vous souligner que le Conseil municipal adoptera ce soir une résolution proposée par l'Union des municipalités du Québec relativement à l'intimidation dont font l'objet un trop grand nombre d'élus municipaux au Québec sur les médias sociaux. En effet, je ne peux que déplorer les commentaires vulgaires et intimidants qui me sont adressés ces dernières semaines, tant sur Facebook que sur ma boîte courriel ou dans l'application Messenger de Facebook. Les gens ont le droit d'être en désaccord avec nos décisions. Ils ont le droit d'être fâchés. Mais le ton est de plus en plus agressif et intimidant et les commentaires particulièrement misogynes. Nous sommes pourtant en 2021. J'en appelle donc au respect mutuel dans nos échanges, à commencer par ici à la table du Conseil municipal entre élus, mais aussi entre citoyens sur Facebook, Messenger ou par courriel. Rappelez-vous que nous sommes d'abord des humains et des citoyens comme vous tous et que nous avons droit au respect élémentaire. Ce qui a surtout retenu notre attention depuis le début de l'année, c'est la réplique que notre administration n'a pas tardé à déployer à la suite de l'abattage d'arbres illégal dans un boisé situé à l'intersection du chemin d'Oka et du boulevard des Promenades sur 2 lots appartenant à un promoteur. Nous avons mandaté les procureurs de la Ville afin d'entreprendre tous les recours judiciaires nécessaires à la suite de l'abattage illégal survenu les 19 et 23 décembre dernier pour que cet entrepreneur remplace les arbres et nous verse une compensation pour les dommages subis. Ainsi, l'adoption d'un nouveau règlement resserre les mesures concernant l'abattage d'arbres et la conservation d'éléments naturels dans des boisés comptant une superficie minimale de 6 000 m². Nous modifions aussi le règlement sur les PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de définir les objectifs et établir les critères de la préservation et de mise en valeur de la végétation et des plantations existantes dans les projets de construction. De fait, un nouveau PIA ne permettra plus aux promoteurs de faire n'importe quoi, n'importe comment, sans l'aval de la Ville. Soyez assurés que nous n'avons pas l'intention de nous limiter à ces 2 mesures réglementaires. Nous examinons d'autres avenues afin de protéger nos boisés urbains. En conclusion, je vous rappelle que nos services à la population se sont adaptés à la réalité des restrictions gouvernementales. Nos bâtiments, présentement, sont fermés jusqu'à nouvel ordre et des services en ligne sont offerts afin d'éviter les contacts sociaux.
À la bibliothèque, des espaces de travail et des postes informatiques sont offerts pour les élèves et les étudiants pour faciliter leurs travaux scolaires. Alors, il s'agit tout simplement de consulter notre site Web pour les modalités d'accès. Le service de réservation en ligne, prêt et emporté, est toutefois offert à tous et est très populaire. De plus, nos patinoires sont prêtes à vous accueillir, de même que la glissade aménagée au parc municipal. Enfin, je voudrais lancer un mot d'encouragement aux élèves de nos écoles primaires et secondaires. En effet, le PREL lancera différentes initiatives dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février prochain. La pandémie représente un réel défi pour la persévérance, alors que plusieurs élèves ont dû être tenus à distance de leurs écoles et de leurs camarades pendant des semaines. Il revient à chacun d'entre nous, soit les enseignants, les directions d'école, les parents et la société en général, pour soutenir ces jeunes. Alors, vous pouvez consulter le site web du PREL au prel.qc.ca pour plus de détails. Alors, je vous remercie de votre attention. Alors, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Alors, qui le propose? François Racine, je le propose. Qui l'appuie? Jean-Guy Lajeunesse, je l'appuie. Le point numéro 2, procès-verbaux, adoption. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2020 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2021 tel que soumis. Qui le propose? Yves Legault propose. Qui l'appuie? Jean-Yves Blou, je l'appuie. La liste des comptes à payer, adoption. Il est résolu d'adopter les listes des comptes à payer en date du 26 janvier 2021, le registre des chèques émis pour le mois précédent, fonds d'administration totalisant la somme de 245 150,08, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 163 290,75, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de 2 742 926,21. De plus que la trésorière soit autorisée à effectuer les paiements disponibles à ses fournisseurs. Alors, qui le propose? Yves Legault propose. Qui l'appuie? François Racine, je l'appuie. 5.1, règlement 1400-61, modifiant le règlement 1400 afin d'ajouter la classe d'usage P1 à la grille de spécification de la zone M502, adoption. Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la Ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 24 novembre 2020, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 17 mai 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049, considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 15 décembre 2020, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue. En conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 1400-61, modifiant le règlement 1400 afin d'ajouter la classe d'usage P1 à la grille des spécifications de la zone M502 telle que déposée. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune notification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption. Alors, qui le propose? Monsieur Legault, votre micro est fermé. Yves Legault propose. Qui l'appuie? Frédéric Lantier, je l'appuie. Alors, il s'agit du 3078 chemin d'Oka au coin de la 28e avenue et c'est pour un usage de garderie. Alors, le point 5.2, règlement 1400-62, modifiant le règlement 1400 afin de modifier plusieurs grilles de spécification quant aux habitations jumelées et contiguës. Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la Ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant que les grilles de spécification concernées permettent déjà ces usages et ces modes d'implantation, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 24 novembre 2020, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours,
le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux reconduit par le décret 2020-049. Considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 15 décembre 2020, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue, en conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 1400-62, modifiant le règlement 1400 afin de modifier plusieurs grilles de spécifications quant aux habitations jumelées et contiguës telles que déposées. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption. Alors, qui le propose? François Racine, je le propose. Qui l'appuie? Frédéric Lantier, je l'appuie. Alors, il s'agit de faire des corrections parce qu'il y avait des problèmes sur les grilles. Point 6.1, demande de dérogation mineure quant à la propriété située au 116 36e avenue. Alors, il s'agit ici d'une modification pour permettre, actuellement la maison est située à 3,4 mètres de la limite avant au lieu de 6 mètres selon les grilles de spécification et nous allons permettre que la propriété soit à 3,4 mètres de la limite parce que cette propriété-là va être reconstruite. Alors, on peut passer au point 6.1, demande de dérogation mineure quant à la propriété située au 116 36e avenue. Considérant qu'en date du 1er décembre 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre la construction d'une maison neuve à 3,4 mètres de la limite avant au lieu de 6 mètres, selon la grille des spécifications de la zone H743. À noter que la propriété actuelle se trouve à 3,4 mètres de la limite avant. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-12-99, considérant que la demande vise à permettre la délivrance d'un permis de construction pour le 116 36e avenue, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 116 36e avenue pour la construction d'une maison neuve. Alors, qui le propose? Jean-Guy Biot, je le propose. Qui l'appuie? François Racine, je l'appuie. 6.2, commission de toponymie, demande d'officialisation de voies de circulation. Considérant qu'une portion de rue entre la 37e avenue et la 38e avenue au sud de la rue Louise ne porte aucun nom, considérant que cette portion de rue est de la continuité de la rue Roger, considérant qu'une résolution est requise par la commission de toponymie pour officialiser le nom de rue Roger pour la portion de rue mentionnée. En conséquence, il est résolu d'officialiser le nom rue Roger pour la portion de rue située entre la 37e avenue et la 38e avenue au sud de la rue Louise et qui constitue la continuité de la rue Roger, le tout tel qu'illustré au plan joint à la présente résolution. Alors, qui le propose? Jean-Guy Biot, je le propose. Qui l'appuie? Frédéric Lantier, je l'appuie. Alors, c'est la continuité de la rue Roger ça continue jusqu'à la descente de bateau. Nous allons passer à 6.3. Ça, c'est dans le cadre du projet de la marina, Mme Paulus? Dans le cadre du projet, mais aussi pour se rendre, c'est la rue qui se rend jusqu'à la descente de bateau. Okay. 6.3, demande de projet immobilier, rue du Merlot. Considérant qu'en date du 1er décembre 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de projet immobilier qui vise à permettre de modifier le secteur de planification d'ensemble numéro 32, le secteur nord-ouest. La modification ne concerne pas le type d'habitation proposé, mais le nombre d'unités de logement, soit 112 unités. Considérant la recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-12-98, considérant que le demandeur avait déposé un projet de développement au CCU du 7 mars 2017 par le dépôt d'un plan de lotissement préparé par M. Alain Letourneau en date du 29 juin 2016 pour le dossier 25-228 pour 86 logements. Considérant que ce projet a déjà fait l'objet d'une recommandation positive du CCU par sa résolution CCU 2017-03-11, considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 2017-03
2017-071 en date du 15 mars 2017 afin d'accepter et de mettre en vigueur le secteur de planification numéro 32 tel que décrit au plan de projet de lotissement susmentionné et proposant 86 unités. Considérant que le Conseil de la MRC a adopté la résolution 2017-064 en date du 29 mars 2017 afin d'entériner le concept de secteur de planification d'ensemble, le tout conformément aux dispositions applicables du RCI 2005-01. En conséquence, il est résolu de refuser la demande pour la rue du Merlot pour la construction d'un projet intégré de 112 unités de logement, puisque la demande pour ce secteur a déjà été présentée et acceptée par la résolution 2017-03-071, que l'autorisation accordée par la résolution 2017-03-071 demeure et que le projet soit réalisé conformément au plan de projet de lotissement préparé par M. Alain Letourneau en date du 29 juin 2016, dossier 25-228. Qui le propose? Frédéric Lantier, je le propose. Qui l'appuie? Votre micro, M. Racine. François Racine, je l'appuie. 7.1, dossier 700-17-017205-203, transaction et quittance, autorisation de signature. Considérant la compétence de la Ville en matière de sécurité et ses pouvoirs pour l'encadrement des chiens, considérant le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, considérant le pourvoi au contrôle judiciaire portant le numéro 700-17-017-205-203, considérant que le présent règlement est fait dans l'intérêt public en tenant compte des circonstances, en conséquence, il est résolu d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac la transaction et quittance dans le dossier 700-17-017-205-203, ainsi que tout autre document pertinent pour donner plein effet à la présente résolution. Alors, qui le propose? Frédéric Lantier, je le propose. Qui l'appuie? Jean-Guy Blot, je l'appuie. Alors, il s'agit ici d'une entente suite à un petit problème avec un chien. Alors, il va y avoir une évaluation comportementale du chien. Il va y avoir un rapport qui va être remis et pour s'assurer qu'il respecte les conditions de la transaction qui va être signée entre les parties. Alors, nous allons passer au point 7.2, Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, protocole d'entente, autorisation de signature. Madame la mairesse, c'est rendu un centre de service scolaire et ce n'est plus une commission scolaire. Oui, je m'excuse, on en a parlé, on a oublié de l'indiquer. Considérant que l'École Liberté Jeunesse souhaite aménager des classes modulaires supplémentaires pour une période approximative de 6 ans, considérant que ces installations empiètent en partie sur la servitude de la Ville, considérant que la Ville souhaite permettre cet empiètement temporaire dans le but de continuer à desservir ses citoyens, mais qu'une entente quant à l'exercice de cette servitude est souhaitable dans les circonstances. En conséquence, il est résolu d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac le protocole d'entente, la conclusion n'est pas indiquée correctement dans vos documents, à signer le protocole d'entente avec le centre de service scolaire? Le centre de service de la Seigneurie des Mille-Îles. Parfait. C'est ça. Protocole d'entente avec le centre de service, ainsi que tout autre document pertinent pour donner plein effet à la présente résolution. Alors, qui le propose? Frédéric Lantier, je le propose. Qui l'appuie? François Racine, je l'appuie. Alors, il va y avoir des classes modulaires qui vont être installées sur le terrain de l'École Liberté Jeunesse. 7.3, appui à la coalition Santé Laurentide. Considérant que les résultats d'une importante étude réalisée récemment pour le compte du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides confirment l'inadéquation entre les besoins en santé et services sociaux de la population des Laurentides et les services offerts, considérant que la population des Laurentides a doublé en 14 ans, passant à plus de 630 850 personnes en 2020 et qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la population est attendue d'ici 2026, sans compter les villégiateurs.
Considérant que la région des Laurentides représente 17,4 de la population québécoise, mais l'apport du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux destiné à la région s'élève seulement à 4,9 cet écart de plusieurs centaines de millions de dollars perpétue le déséquilibre et l'iniquité interrégionale. Considérant que la région des Laurentides a porté depuis fort longtemps des revendications légitimes pour demander l'équité interrégionale et la fin du sous-financement chronique afin de bâtir un réseau de santé et de services sociaux accessible et efficient pour l'ensemble de la population. Considérant qu'actuellement, seuls les hôpitaux de Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Mont-Laurier verront dans le meilleur scénario leur projet de modernisation se réaliser dans le deuxième moitié de la décennie 2020 et qu'aucune perspective de modernisation se dessine jusqu'à présent pour les centres hospitaliers de Sainte-Agathe-des-Monts, La Chute et Rivière-Rouge. Considérant que l'hôpital régional de Saint-Eustache constitue le centre hospitalier régional pivot et que son manque d'espace se traduit par une difficulté à ajouter des nouveaux équipements spécialisés ou ultra spécialisés et limite le développement de nouveaux secteurs d'activité nécessaires à toute la population laurentienne, notamment le centre mère-enfant et le centre de cancérologie. Alors, c'est le centre, considérant que l'hôpital régional de Saint-Jérôme, vous avez dit Saint-Eustache, là, alors c'est Saint-Jérôme. Okay. Considérant que faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, des milliers de patients des Laurentides doivent actuellement se rendre de façon régulière dans les hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services, contribuant ainsi à la congestion du réseau routier métropolitain. Considérant qu'en juillet dernier, le premier ministre du Québec réitérait son soutien à la population des Laurentides de pouvoir compter sur une couverture adéquate des soins de santé et une consolidation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a déclaré, suite à un reportage de Radio-Canada en novembre 2020, qu'il s'engageait à revoir l'accélération des travaux de modernisation de l'HRSJ, considérant qu'il est vital d'établir une vision intégrée et cohérente du système de santé laurentien en matière de couverture de soins et de modernisation des infrastructures hospitalières et offrir ainsi des services de santé auxquels sont en droit de s'attendre la population des Laurentides, considérant que le CPERL a adopté à l'unanimité lors de sa rencontre du 27 novembre 2020 une résolution numéro CPERL-06-03 visant à la création d'une coalition Santé Laurentide dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la région et de rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de la sécurité des soins auxquels doit pouvoir bénéficier la population des Laurentides. Considérant que la coalition Santé Laurentide sera formée de différents partenaires élus médicaux et hospitaliers, d'affaires et d'organismes communautaires qui appuieront la demande d'accélération des travaux de modernisation des centres hospitaliers des Laurentides et de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. En conséquence, il est résolu d'adhérer officiellement à la coalition Santé Laurentide, d'appuyer la coalition Santé Laurentide et ses revendications en ajoutant la voix des élus de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à celle du CPERL et des partenaires laurentiens afin d'enjoindre le gouvernement du Québec à une équité interrégionale et à la fin du sous-financement des soins de santé et des services sociaux dans les Laurentides, d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des hôpitaux de La Chute, Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Eustache, ainsi que le respect du calendrier de livraison prévu en 2027 pour l'hôpital régional de Saint-Jérôme, de soutenir la coalition Santé Laurentide et de se joindre à la mobilisation régionale. Alors, qui le propose? Et Legault propose. Qui l'appuie? Jean Guiblot, je l'appuie. Alors, nous allons passer à 7.4, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux, considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques. Considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et d'élus et consolide la qualité et l'autorité des institutions.
Considérant que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection politique. En moins d'un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Attendons que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour favoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Alors, qui le propose? Frédéric Lantier, je le propose. Qui l'appuie? Jean Guiblot, je l'appuie. Alors, nous allons passer au point 8.1, coordonnateur eau et assainissement, embauche. Considérant la création du poste de coordonnateur eau et assainissement, poste cadre régulier à temps complet, considérant le processus d'adaptation effectué et les qualifications professionnelles de M. Marc-André Lefebvre, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est résolu d'entériner la nomination de M. Marc-André Lefebvre au poste de coordonnateur eau et assainissement, poste cadre régulier à temps complet, et ce, rétroactivement au 11 janvier 2021, d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de l'employé. Alors, qui le propose? Jean-Guy Lajeunesse propose. Qui l'appuie? François Racine, je l'appuie. Alors, 8.2, commis au traitement documentaire, nomination. Considérant la vacance du poste de commis au traitement documentaire, considérant que Mme Mélissa Sandra Paquette a déposé sa candidature et que celle-ci rencontre les exigences de la Ville et les qualifications professionnelles, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est résolu d'entériner la nomination de Mme Mélissa Sandra Paquette au poste de commis au traitement documentaire, statut d'employé régulier à temps plein et ce, rétroactivement au 5 janvier 2021, le tout conformément à la convention collective des cols blancs de travail du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804. Alors, qui le propose? Frédéric Lantier, je le propose. Qui l'appuie? Jean-Guy Lajeunesse, je l'appuie. Alors, il s'agit ici de remplacer une employée qui a pris sa retraite.
8.3, politique spéciale portant sur le télétravail en temps de pandémie, adoption. Considérant l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, considérant les recommandations du gouvernement à l'effet de rendre obligatoire le télétravail pour les employés des secteurs publics et privés, à moins que la présence des 10 employés ne soit essentielle à l'accomplissement de leur travail, considérant que certains employés feront du télétravail conformément aux recommandations du gouvernement et qu'il y a donc lieu d'encadrer celui-ci. En conséquence, il est résolu d'adopter la politique spéciale portant sur le télétravail en temps de pandémie telle que déposée. Alors, qui le propose? Frédéric Lancier, je le propose. Qui l'appuie? Jean Guiblot, je l'appuie. 9.1, imperméabilisation, renforcement et rehaussement de la digue en remblai. Le dossier SP 2019-017, Duro King Construction, autorisation pour dépassement de coûts. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP-2019-017 pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue à l'entreprise Duro King Construction face à la résolution 2019-08-177, considérant que ces travaux ont occasionné des coûts supplémentaires, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coûts de plus de 25 000 doit être approuvé par la résolution du Conseil. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise Duro King Construction d'un montant ne dépassant pas 448 379,30 plus toute taxe applicable pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue en remblai vu la prolongation des travaux. Alors, qui le propose? Yves Legault propose. Qui l'appuie? François Racine, je l'appuie. Alors, il s'agit ici de coûts supplémentaires dus à de l'enrochement supplémentaire, la piste cyclable au bout de la 45e avenue vers Saint-Joseph-du-Lac. Et il y a aussi des coûts supplémentaires dus au contrôle des vibrations. Alors, nous allons passer au point 13.1, construction des descentes de bateaux de la 13e avenue, 29e avenue et 37e avenue. Le dossier SP 2020-012, dépassement de coûts. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP-2020-012 pour la construction des descentes à bateaux de la 13e, 29e et 37e avenue, considérant que ces travaux ont occasionné des frais supplémentaires, considérant que près de 75 de ces coûts sont recouvrables, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coûts de plus de 25 000 doit être approuvé par résolution du conseil municipal. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise PSM Technology Inc. d'un montant de 495 000 plus toute taxe applicable pour la construction des descentes de bateaux de la 13e, 29e et 37e avenue. Alors, qui le propose? Jean Guiblot, je le propose. Qui l'appuie? Frédéric Lancier, je l'appuie. Alors, il y a 75 environ de ces coûts-là qui sont recouvrables et il s'agit de coûts de décontamination qui sont recouvrables auprès du promoteur. Alors, nous allons passer au point 15, les dépôts. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction pour le mois de décembre 2020. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions pour le mois de décembre 2020. Dépôt du rapport annuel 2020 concernant l'émission des permis. Dépôt des statistiques de la bibliothèque pour l'année 2020. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 2020-12-316. Alors, nous allons passer à la période de questions. Question de M. Nicolas Geoffrion du 79 29e avenue. M. Geoffrion demande si nous avons une date pour la réparation du pavage dans son entrée de maison causée lors de l'enlèvement de la digue temporaire suite aux inondations de 2019. Il aimerait que ça soit fait au printemps 2021. Alors, les réparations de pavage vont se poursuivre ce printemps. Question de Mme Julie Pelletier du 228 32e avenue. Concernant ma demande d'accès à l'information sur les analyses d'eau à l'usine, vous me proposez les bilans annuels. Je vous demande de me remettre les rapports d'exploitation que les gestionnaires de l'usine doivent remplir chaque mois dans un rapport PDF. Pourquoi cela prend plus de 7 mois à transmettre quand tout est déjà consigné mensuellement en PDF? Alors, Mme Pelletier, comme on vous l'a déjà dit, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez vous adresser
ou à tout le moins adresser votre demande au service du greffe et passer par l'accès à l'information pour ce genre de demande-là. Alors, vous êtes parfaitement au courant, vous l'avez déjà fait. Alors, si vous voulez avoir des documents additionnels, comme par exemple vos rapports mensuels, mais il faut faire la demande au greffe à l'attention de Mme Russo. Quels sont vos plans en urbanisme concernant le développement du centre-ville? Alors, l'une des visions du Conseil pour le centre-ville est d'amener des services pour nos aînés. Pour le reste, rien n'est encore défini. Pour quand prévoyez-vous la mise en fonction de la nouvelle école et de la piscine? Alors, comme mentionné à plusieurs autres séances, la construction des écoles est sous la responsabilité des centres de services scolaires et non pas de la ville. Et pour ce qui est de la piscine, nous sommes toujours en attente d'une réponse à notre nouvelle demande de subvention. Avez-vous une représentation de l'impact de la COVID sur les familles et les entreprises de la ville, ainsi qu'un bilan du respect des mesures sanitaires par les citoyens? Alors, non. Vous pouvez trouver des informations sur le site du Centre intégré du service de santé des services sociaux, donc le CIS des Laurentides, mais la Ville n'a absolument pas de compilation de données. Quelles sont les mesures mises en place par la Ville afin d'aider les citoyens et les commerces d'ici qui auraient de la difficulté à vivre ces moments particuliers? Alors, malgré le fait que nos bâtiments sont fermés, nos employés sont disponibles afin de répondre aux besoins de nos citoyens. Nous avons aussi recommencé à faire des appels à nos aînés pour voir s'ils sont en difficulté. Comment allez-vous déterminer le nombre d'arbres à replanter par GBD? Alors, le service d'urbanisme s'occupera de déterminer les arbres à remplacer ou à replanter. Pourquoi avez-vous menti à la journaliste concernant votre voyage en Floride? Alors, j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur le voyage en Floride. Le reste concerne ma vie privée et je ne ferai pas d'autres commentaires. Question de Mme Sylvie Clermont du 2978 rue des Chênes. La mairesse peut-elle nous expliquer pourquoi le 23 décembre, alors que le boisé urbain se faisait détruire, a-t-il été choisi de faire une mise en demeure et ordre de cesser les travaux au lieu de faire une demande d'injonction qui aurait davantage assuré le respect de nos règlements et la protection de notre patrimoine naturel? Alors, en date du 23 décembre, avec les délais que représente la préparation et la présentation d'une injonction, le promoteur aurait eu le temps de couper tous les arbres sur le terrain avant que nous puissions l'arrêter. Alors, la façon dont nous avons procédé pour le faire, ça a permis de sauver quelques arbres sur le terrain. En quoi les changements de la réglementation proposés lors de l'Assemblée extraordinaire du 12 janvier vont pouvoir contrer les actions d'un promoteur comme GBD et assurer la volonté des citoyens de préserver notre patrimoine naturel au centre-ville? Alors, tout entrepreneur doit faire une demande de permis et devra répertorier à l'avenir les arbres à conserver sur le terrain. Si un entrepreneur ne respecte pas la réglementation, nous pourrons intervenir en appelant le service de police ou un huissier et ordonner l'arrêt immédiat des travaux, chose que nous ne pouvions pas faire avec la réglementation que nous avions. Est-ce que la mairesse et le conseil envisageraient d'adopter un règlement de contrôle intérimaire sur les lots en question? Tel que mentionné à la séance du 12 janvier dernier, nous regardons cette possibilité avec notre service de l'urbanisme. Comme aucune injonction n'a été à ce jour déposée, advenant le cas où GBD reviendrait sur le site pour continuer la coupe illégale, est-ce que la Ville a pensé à un plan d'urgence pour réagir rapidement en cas de besoin? Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, le changement que nous avons fait à la réglementation permettra au service de police ou à un huissier d'ordonner les travaux sur le champ. La Ville envisage-t-elle de demander une injonction si GBD continue de procéder? Si oui, dans quelles circonstances et à quel moment? Nous n'envisageons pas l'injonction
puisqu'avec les modifications de notre réglementation, l'intervention policière nous apparaît comme étant le moyen le plus rapide et le plus efficace d'arrêter toute coupe d'arbres illégale éventuelle. Est-ce qu'en s'inspirant de la ville de Pincourt, le rachat des lots appartenant à GBD est une solution qui a été envisagée par la mairesse et le conseil municipal? Et est-il possible de présenter aux citoyens un plan de règlement d'emprunt? Alors, cette situation-là n'a pas été envisagée, donc la réponse est non. Donc, nous ne voyons pas du tout de la nécessité là, de faire un plan de règlement d'emprunt. De quelle manière entendez-vous tenir les citoyens au courant des résultats des démarches judiciaires entreprises contre GBD et tous les intervenants impliqués dans la coupe illégale au fur et à mesure? Alors, un communiqué de presse sera émis si nous avons des informations à transmettre à la population dans le dossier. En ce qui concerne la construction du centre aquatique prévu sur le lot connexe aux boisés urbains et ses milieux humides, quelles actions le conseil municipal entend-il entreprendre afin de minimiser la coupe d'arbres et la destruction des milieux humides répertoriés par la firme T2 dans son rapport environnemental de décembre 2020? Alors, il n'y a pas de milieu humide à conserver sur le lot prévu pour la construction de la piscine et nous localiserons le bâtiment afin de couper le moins d'arbres possible et évidemment, un plan de plantation et d'aménagement paysager sera prévu après la construction du bâtiment. Question de Mme Guylaine Thibodeau du 3254 Chemin d'Oka. J'aimerais remercier le conseil de ville pour l'initiative d'enregistrer la réunion du conseil de ville par vidéo qui est beaucoup plus intéressante pour les citoyens. Est-ce que les prochaines séances du conseil pourraient être faites sur une plateforme virtuelle afin que les citoyens puissent participer en direct à la période de questions? Alors, comme plusieurs autres villes au Québec, nous avons retenu l'option de rendre le visionnement des séances publiques le lendemain de la séance et nous nous assurerons que les questions et réponses des citoyens puissent être disponibles. Est-ce que le recours judiciaire qui sera entrepris contre le promoteur va comprendre la coupe d'arbres illégale qui a eu lieu près de la rue André et du ruisseau Perrier dans la longue fin de semaine du mois d'octobre 2020 et qui a beaucoup peiné les citoyens dans ce secteur? Alors, le recours ne comprend pas la rue André et le ruisseau Perrier. Par contre, des avis d'infraction ont été émis suite à cette coupe illégale. Tenant compte qu'un groupe d'une dizaine de citoyens de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont participé au comptage des arbres qui ont été coupés sur le lot 1 463 685 et 5 868 692 et qu'un décompte de 1 450 arbres ont été rapidement comptés, chiffre très conservateur tenant compte que tous les petits arbres tombés pouvaient facilement passer pour des branches d'arbres. Est-ce que la ville peut nous assurer qu'aucun travaux de remblai et de dessouchage ne soit effectué sur les lots 1 463 685 et 5 868 692 pour permettre à tout le système racinant de pouvoir régénérer le dit boisé de façon le plus naturelle possible? Il n'y a pas de remblai ou de dessouchage prévu pour le moment puisqu'aucun projet n'a encore été déposé au service d'urbanisme. Nous aimerions savoir également quand le reboisement des arbres coupés sur les lots 1 463 685 et 5 868 692 compte pouvoir recommencer et est-ce que cette entreprise sera assumée par le promoteur? Tenant compte de l'historique de ce promoteur, est-ce possible que la ville puisse engager elle-même une firme indépendante pour procéder au reboisement de ce milieu? Alors, nous allons laisser le processus judiciaire suivre son cours et nous appliquerons le jugement en temps et lieu. Est-ce que la ville compte engager un technicien en foresterie pour connaître l'état des lieux et la meilleure façon de procéder pour le reboisement? Non, ce n'est pas prévu pour le moment. Question en relation avec le projet de la piscine. Nous aimerions savoir si la ville a profité de l'étude environnementale faite par la ville pour le boisé et milieu humide du lot 1 463 685 pour s'assurer que l'emplacement choisi ne viendra pas toucher à un boisé, milieu humide ou piste cyclable durant sa construction. Est-ce possible de fournir les plans citoyens de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Alors, évidemment, le terrain de la piscine a fait partie de l'étude. Nous présenterons les plans aux citoyens lorsqu'ils seront prêts, soit d'ici les prochains mois.
Est-ce que la Ville peut inviter un ou des représentants de l'étude environnementale indépendante faite par la Ville pour que les citoyens puissent poser leurs questions sur une plateforme virtuelle en direct? Ce n'est pas prévu. Toutefois, si vous avez des questions concernant l'étude, vous pouvez nous les adresser par courriel et on pourra les transmettre à la firme et vous revenir avec des réponses. Question de M. André Daou, 210 rue James. Combien d'employés ont été mis à pied temporairement jusqu'au 8 février? Pourquoi avoir mis à pied vos employés? Alors, malheureusement, afin de respecter les consignes du gouvernement, nous avons dû fermer nos bâtiments et certains employés se sont retrouvés sans tâche et à effectuer ou leur poste ne permettait pas de faire du télétravail. On parle ici de 5 postes, dont 3 à temps plein et 2 à temps partiel. Auriez-vous tout de même mis à pied vos employés si la politique spéciale portant sur le télétravail en temps de pandémie avait été adoptée plus tôt? Oui, puisque ces postes ne permettaient pas le télétravail. Le but de la politique adoptée ce soir, c'est d'encadrer le télétravail. Ça n'a rien à voir avec la décision de mettre des employés à pied temporairement. Quand pourrons-nous consulter les plans de la nouvelle piscine? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ici les prochains mois, ça va être public. Lors de la construction de la nouvelle piscine, combien devrez-vous couper d'arbres? Alors, tel que mentionné précédemment, nous ferons le maximum afin de couper le moins d'arbres possible et un plan de plantation et d'aménagement paysager sera prévu sur le terrain de la piscine. Question de Mme Annie Bélanger du 1737e Avenue. En sachant que nous sommes en hiver, quand allez-vous remettre de la terre et du gazon sur les terrains qui ont été victimes du bris de la digue le 27 avril 2019? Il y a plusieurs terrains qui n'ont pas eu de réparation. Est-ce encore en soumission? Car lorsque je l'ai demandé, c'était cette réponse qu'on m'avait donnée. Alors, une partie des terrains ont été réparés et les travaux vont se poursuivre ce printemps. Je pose la question à tous les élus municipaux. À votre connaissance, combien de familles ou de citoyens ont encore un dossier d'ouvert au ministère de la Sécurité publique, sachant que les dossiers sont ouverts depuis plus d'1 an et demi? Combien n'ont toujours pas reçu une compensation, n'ont toujours pas de maison ou sont sans ressources? Combien y a-t-il eu de demandes à l'aide et en ont pas eu car ils sont dans les zones sans case? Combien ont demandé de l'aide à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à ses conseillers municipaux et autres? Alors, les conseillers municipaux n'ont pas cette information-là, puisqu'il s'agit de dossiers confidentiels relevant du MSP. La Ville et le Conseil ont aidé plusieurs citoyens, mais on n'a pas répertorié le nombre de demandes. Combien de maisons devaient être démolies du bris de la digue, mais qui sont en attente de l'acceptation et du permis de démolition de la Ville? Aucune demande n'est en attente à la Ville actuellement, mais il y a peut-être quelques citoyens qui n'ont pas encore réglé leur dossier avec le MSP et une fois le dossier réglé avec le MSP, c'est possible que ces gens-là reviennent à la Ville. Combien de maisons ont été démolies en date d'aujourd'hui qui sont en lien avec le bris de la digue du 27 avril 2019? Alors, 168 maisons ont été démolies. Alors, c'est tout pour les questions qui nous ont été transmises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bon, premièrement, j'espère que vous avez... premièrement, votre discours d'entrée de jeu, est-ce que c'est vous qui avez écrit votre allocution ou il y a une firme externe de communication qui vous a aidé à le faire? C'est une firme externe qui m'a aidé à le faire. OK. Et les réponses faites aux citoyens à la période de questions, est-ce que c'est la firme externe aussi qui a contribué à répondre? Pas du tout. Ça s'est fait à l'interne. À l'interne? C'est qui répond aux questions? Alors, on s'assoit les 4. Il y a le directeur général, il y a la greffière, il y a l'adjointe administrative et moi-même.
Parfait. Parce que ça fait 2 questions là, pour avoir des assemblées en direct, là. Je pense que ça serait intéressant. Ça pourrait faire participer les citoyens. Il y a plusieurs villes aussi qui le font en direct. Vous pouvez aller voir la ville de Saint-Colomban. Ils prennent des questions sur Facebook en direct. Tout est en transparence. Et puis, je pense qu'en temps de pandémie, ça ferait du bien aussi à certaines personnes de pouvoir discuter avec les membres du conseil. Ensuite, j'aimerais revenir sur la résolution qu'on a passée pour le respect de la démocratie. J'espère que vous l'avez bien lu, Mme Paulus. Oui, je l'ai lu, M. Robillard. Excellent, parce que dans cette résolution-là, on parle de débat démocratique. On parle de respect, oui, envers les élus, mais quand même d'après moi, il y a un paragraphe ou 2 qui manque, le respect entre les élus. Je pense que ça pourrait peut-être porter à réflexion. On parle aussi d'avoir confiance envers les instituts démocratiques. Je pense que dans les dernières années, vous n'avez pas contribué à donner confiance aux instituts démocratiques. Est-ce que je pourrais avoir... on est à la période de questions, M. Robillard. Quelle est votre question? OK, je vais commencer. Connaissez-vous bien la différence entre votre rôle de mairesse et votre rôle d'avocate? Oui, M. Robillard. Parfait. Avez-vous tenté de rejoindre le procureur dans le dossier qui a été sorti? M. Robillard, d'entrée de jeu, j'ai dit que je ne ferai pas de commentaires et je n'en ferai pas. Il y a une enquête qui est en cours et je vais laisser les enquêteurs faire leur travail. Alors, moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Parfait. Parce que vous n'avez pas d'autres commentaires, mais je tiens à vous rappeler, puis ici, on regarde les autres assemblées. On est en période de questions. Oui, à maintes reprises. Alors, vous poser vos questions, M. Robillard? Oui, à maintes reprises, vous m'avez dit que vous ne vous immiscez pas dans le travail des employés. J'espère que ça a été aussi dans ce cas-là, vous n'êtes pas immiscé. Parce que. Bon, et votre question, M. Robillard? Est-ce que ça, c'était une situation différente, la Cour municipale? Mais quelle est la question? Est-ce que. M. Robillard, on est en période de questions. Oui. Alors, j'attends votre question. On va prendre une gorgée. On peut débattre aussi. Hein, c'est une période de questions, mais c'est une assemblée publique. Puis malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir des rencontres préparatoires avec vous. Je pense que ça aurait été intéressant. On va, comme vous n'allez pas répondre à aucune question concernant les points qui sont sortis dans le journal, on va passer les arbres qui ont été coupés au centre-ville. D'entrée de jeu, vous nous dites que vous avez bougé rapidement, vous changez la réglementation. Sauf que dans la dernière année, il y a eu 3 événements de coupe d'arbres. Et puis c'est à le troisième événement de coupe d'arbres que vous avez décidé de prendre action. Est-ce que vous auriez pu prendre action avant, la première fois quand ça s'est fait? Bien là, je peux vous dire que sur la rue André, ils ont pris action. Il y a eu un avis d'infraction qui a été émis, là, à ma connaissance. Il y a eu quelqu'un qui a eu une amende, je crois, qui est passé à la cour la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Oui, la semaine dernière. Et parce qu'il y a eu des coupes d'arbres, le service d'urbanisme fait son travail, là, M. Robillard. Mais la réglementation là, aurait dû être resserrée à l'époque. Mais là, présentement, là, parce que c'est un boisé qui est d'envergure, et puis vous avez une pression politique, ben là, vous bougez, puis vous dites aux personnes, ah oui, on bouge rapidement. Mais l'injonction, si elle avait été faite le 19, alors que les bûcherons étaient là et que la machinerie n'était pas là, mais le 23, d'après moi, je pense pas qu'ils seraient venus avec la machinerie pour couper les arbres. Mais le 19, on a fait ce qu'on avait à faire et il a arrêté. Alors, vous vouliez... Mais il y a une historique. On a essayé ils ont construit au coin des promenades et Prucheret
sans avoir un changement de zonage. Pendant 2 mois de temps, vous avez essayé d'arrêter les travaux, vous n'avez jamais été capable d'arrêter les travaux. Ils ont quand même continué à construire. Il y a une historique là, avec le promoteur. Là. Et vous n'avez pas réagi rapidement dans le dossier. Là. Et c'est pas vrai. Là. Ça, c'est un plan de communication qui a été démontré au début, là, mais. Je vais revenir sur les incendies. Quand est-ce que vous allez expliquer les changements à la population qui s'en viennent au mois de mars? La Ville de Deux-Montagnes devrait le faire conjointement avec, en invitant la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac parce que c'est un service qu'on paye. Alors, j'avais eu une conversation en décembre avec le maire de Deux-Montagnes et il avait été entendu que ça se ferait avant l'implantation du... c'est ce qu'on avait dit. M. Robillard, même si vous riez, c'est ça. Mais c'est ce que vous avez dit. Vous ne l'avez jamais dit. C'est ça qui arrive, c'est que vous ne répondez pas aux questions, puis c'est tout le temps, on va vous revenir, M. Robillard, puis malheureusement, on revient rarement sur les questions que je pose. Comme celle-ci, le 12 janvier, je vous ai posé, concernant les boisés, avez-vous regardé la définition d'un boisé? Oui, on a la définition de boisé. Madame Rousseau, l'aviez-vous en main? Parce qu'on en a discuté cet après-midi. Oui, je ne ressens pas le projet de règlement avec moi, mais dans l'article 8.2.1, si ma mémoire est bonne, il y a une définition de boisé. Par ailleurs, on pourrait rajouter, puis le projet de règlement sera adopté à une prochaine séance, le règlement, on pourrait ajouter une définition générale, mais il faut s'assurer que ça accorde avec toutes les autres dispositions du règlement de zonage. D'où le fait qu'il y avait déjà, dans les modifications qui ont été proposées le 12 janvier, on avait déjà une définition de boisé là, qui en gros indique le nombre de pieds carrés là, qui fait en sorte que ça constitue un boisé. Okay. Et c'était à même le règlement qui avait été transmis aux élus. Exact. C'est ça. Alors, vous aviez reçu le document, M. Robillard. Répétez-moi ça, Mme Paulus. Vous avez reçu le document avec la définition de boisé dans le document. Je n'ai pas vu ça passer. Là. Quand est-ce que vous avez envoyé ça, Mme Rousseau? Le 12 janvier pour l'Assemblée. L'Assemblée était le 12 janvier, vous l'avez eu 24 heures avant. Là, non, mais par courriel. Parce que je vous ai posé des questions à l'Assemblée du 12 janvier, Mme Paulus. Là. Ce que je vous ai dit, là, c'est... Moi, M. Robillard, alors je ne pouvais pas vous répondre. Et on a fait la vérification quant à cette question-là aujourd'hui. Et la réponse que j'ai eue, c'est que c'était à même les documents que nous avions transmis aux élus. Non, mais c'est parce que le boisé, là, on parle d'un boisé de 6000 mètres carrés. Il y en a combien de boisés de 6000 mètres carrés à Sainte-Marthe? Il faudrait que je demande au service d'urbanisme de me faire la liste. Là. Je ne peux pas vous donner ça comme ça, là. Et vous m'avez dit que vous alliez me revenir avec la réponse. Vous avez juste à réécouter la dernière assemblée. Là, vous me dites, non, toutes les explications étaient dans vos documents. Les aviez, les documents. Vous alliez me revenir, ce que vous n'avez pas fait. Parce que j'ai proposé des amendements à ce règlement-là pour prendre en considération aussi des terrains plus petits qui sont boisés pour renforcer la réglementation. Oui. De soumettre le tout. Oui, et c'est pour ça que Mme Rousseau a parlé aux avocats. Justement à cause de votre question relativement au terrain avec des boisés. OK. Plus petits. Fait que là, je vais avoir un retour bientôt sur... Ben, Mme Rousseau devrait vous transmettre là, ce que les procureurs nous ont indiqué, qu'est-ce qui était le mieux à faire. OK. Puis là, les procureurs, ça veut dire qu'on fait affaire tout le temps avec des avocats pour la réglementation? Pour cette réglementation-là, oui. OK. Mais pas pour tous, mais pour celle-ci, oui. OK. Une firme en urbanisme, c'est pas quelque chose qui est privilégié? Honnêtement, on a pris les avocats dans le dossier
parce que c'est eux qui gèrent le dossier du promoteur qui a coupé illégalement les arbres. OK, puis ils ont une spécialité en urbanisme puis en réglementation d'urbanisme. Ben, c'est un très gros bureau, alors je crois qu'ils doivent avoir le personnel compétent. OK, parfait. Ensuite, vous étiez censé me revenir aussi sur l'étude environnementale. Là. Vous en avez parlé un peu, comme quoi que l'étude environnementale était complète et puis englobait le terrain où est-ce que la piscine est. Mais le lot 6 279 378 ne figure pas à l'étude environnementale. Monsieur Scanlan, est-ce que vous auriez l'information? Votre micro est... OK. Oui, si on regarde le document, ça fait mention de la piscine, fait que le terrain est vraiment situé sur la carte, puis il est analysé selon l'étude qui a été faite par la firme biologiste. Fait que ça comprend la piscine, on le voit dans le premier paragraphe qui est demandé, le terrain de la piscine est indiqué. Non, mais on parle du terrain de la piscine, mais on parle de 4 lots. Les 4 lots, c'est le lot 5 millions, le lot 1 400 000 qui est où est-ce qu'on a tout coupé le boisé. On a le lot 3 millions, je ne me trompe pas, qui est une partie du lot de l'ancienne Espérance, puis un autre lot qui est 1 million à peu près, qui fait la piste cyclable. Mais en aucun temps, on parle du lot 6 279 378 qui inclut le terrain qui va accueillir la future piscine. On a parlé encore une fois, on a parlé à la dernière assemblée, Mme Paulus. Je suis entièrement d'accord. Vous avez sorti, vous étiez dans la même pièce, là, vous avez sorti votre étude environnementale, on a regardé, il y a 2 points qui ont été relevés par la firme qui ne sont pas dans les autres. Je n'ai pas sorti l'étude environnementale. La dernière assemblée, oui, là, vous avez sorti la carte puis vous l'avez regardée. Là. Honnêtement, là, je peux pas. Okay, ça non, je ne sais pas. Monsieur Labiance, je ne sais pas. On pose des questions. Encore une fois, vous dites, on va vous revenir. Ça fait pas 8 mois, là, ça fait 2 semaines. Ouais. Allez-vous vulgariser l'étude environnementale pour les citoyens? Je ne crois pas que ça va être fait. On ne pense pas de mettre des sommes d'argent sur cette étude-là afin de la faire vulgariser. Tous les élus ont été capables de la lire. Alors, je ne crois pas qu'on ait besoin de la vulgariser. Il n'y a pas personne à l'interne qui peut faire le travail. Là. Seulement mettre un résumé pour que ça soit accessible au plus grand nombre de citoyens possible. Monsieur Robillard, elle est disponible. On a tous été capables de la lire. Alors, comme je vous ai dit lors de la dernière assemblée, est-ce que vous pensez que nos citoyens ne peuvent pas comprendre ce qui est indiqué dans cette étude-là? Ben, j'aimerais bien ça, moi, que vous fassiez un petit résumé de ce que vous avez compris. Là. Un seul qui est rédoxé. Moi, j'ai compris qu'il y avait une plus grande partie de zones humides que ce que le promoteur avait indiqué à son étude. Et j'ai aussi compris que le long de la piste cyclable, un petit peu passé là, dans le coin du garage, passé le garage municipal, il y a des petits endroits où il y a des zones aussi. Mais à part ça, j'ai compris ce qu'il y avait dans l'étude. Là, on a très bien. C'est bon. Vous avez été capable de faire un petit résumé. Je pense que ça, c'est quelque chose que les citoyens apprécieraient. Bien, vous leur ferez, M. Robillard, vous avez l'air d'être bon là-dedans. C'est bon, c'est ça que je vais faire. Alors, vous êtes capable de le faire. Oui. Est-ce qu'un projet de construction peut être déposé sur le lot 1 463 685 avant que les recours judiciaires avec le promoteur soient terminés? Je ne pourrais vous répondre que je crois que c'est sujet au PIA. Oui. Alors, si c'est sujet au PIA, oui, il pourrait déposer quelque chose une fois que
mais c'est pas accepté en criant ciseaux. Alors, avec un PIA, on a un très bon contrôle. OK. Fait qu'on se base sur le PIA. Ça veut dire qu'une fois que c'est adopté, dans 2 mois qu'on devrait l'adopter ou d'ici 1 mois, il y a un projet de construction qui peut être déposé pour le lot qui a eu la coupe d'arbres. Ouais, il pourrait y en avoir un sur l'ensemble des terrains propriété du promoteur. OK. Fait que dans le fond, quand vous dites qu'on va exiger qu'il reboise le terrain, ça se peut que le temps que ça passe en cours, qu'il y ait déjà plein de constructions sur ce terrain-là avant qu'il y ait un jugement pour le faire reboiser. Là. Je ne crois pas que les procureurs vont nous dire qu'on peut permettre qu'il y ait une construction immédiate sur le terrain. Okay. Mais ça va être à voir. Ça va être à voir avec les procureurs. OK. Fait que vous allez faire les vérifications et me revenir? Mais je vais demander au personnel de vous revenir. Comme ça, vous allez être certain que vous allez avoir une réponse. Super. On a parlé de règlement de contrôle intérimaire. Il y a aussi le PPU, un projet particulier en urbanisme. Puis vous avez parlé de vision tantôt, là, ça m'a fait sourire, là, du centre-ville. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Est-ce qu'on va le geler, ce secteur-là? Parce que là, aujourd'hui, on a eu un article dans le journal qui est sorti, une réponse du promoteur qui nous dit qu'incessamment, il va y avoir un projet qui va être démontré à la population et proposé pour ces terrains-là. Donc, ça va être quoi les actions? On va voir ce qu'il va nous présenter. On va regarder ce qu'on veut avoir sur le terrain. Il y a un PIA sur le terrain, sur cet ensemble-là. Alors, on verra ce qui est vraiment ce qui serait l'idéal sur ce terrain-là. Vous n'avez pas l'intention de geler le secteur, là. Avec la réponse que vous me dites, là, vous n'avez pas l'intention de geler le secteur du tout, là. Non. Fait que là, il n'y aura pas de règlement de contrôle intérimaire, pas de PPU. On va regarder ce que le service d'urbanisme va nous suggérer et après, on prendra notre décision. Hein. Mais il ne faut pas oublier, M. Robillard, que le promoteur a donné déjà son 10 de parc sur ce terrain-là. Alors, techniquement, en ayant adopté la résolution pour le transfert du 10 de parc, cette résolution-là, le Conseil était d'accord à ce qu'il y ait de construction à cet endroit-là. Et à ce que je sache, je ne crois pas que vous ayez voté contre cette résolution-là. Ouais, je pense que c'était pour une signature d'entente, là. Donc, c'était pas pour l'entente comme telle. Fait que là, ça, la signature se fait par après, puis c'est vous qui signez ça. Oui, mais c'était le 10 de parc et tout le monde savait qu'il s'agissait du 10 avec les échanges de terrain, et puis dans le temps que le boisé était plus ou moins important. Là. On regardera quelle année que ça a été signé. Là. Je ne penserais pas qu'il était plus ou moins important si on l'a signé il y a 2 ans. Là, hein? Ben, si on regarde le reportage que Radio-Canada. Si on regarde le reportage que Radio-Canada a fait en 2018, vous ne sembliez pas accorder trop d'importance à ce boisé-là. Okay. Vous avez demandé l'opinion de chacun des membres du Conseil confidentiellement, en toute confidentialité, à la dernière assemblée. Est-ce que la population peut maintenant connaître l'opinion de chacun des conseillers qui a alentour de la table concernant le centre-ville? Alors, les conseillers qui sont disposés à donner leur opinion. Dans le fond, je peux commencer sans problème. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le regroupement éco-citoyen là, qui font des pieds et des mains vraiment pour leurs valeurs. Puis je trouve que c'est tout à leur honneur. Par contre, pour ce qui est de ce terrain-là,
Moi, personnellement, depuis le début, je pousse pour qu'il y ait une résidence de personnes âgées à cet endroit-là. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut être là. Donc, au niveau de la coupe d'arbres, JBD, je peux pas concevoir qu'elle fait ça sans permis. Sauf que, au bout de la ligne, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une résidence de personnes âgées. On l'a vu pendant les inondations, combien de personnes qui sont venues puis ils ont dû changer de ville parce que leur maison a été démolie ou peu importe. Puis, ils se retrouvaient en résidence et ils ont dû changer de ville parce qu'il n'y avait pas ces services-là au sein de la ville. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Puis, pour ceux qui disent, tu sais, qu'il y aurait plus de circulation ou quoi que ce soit, en mettant une résidence de personnes âgées à cet endroit-là, c'est pas nécessairement des usagers de la route à l'heure de pointe qui vont aller faire du trafic sur le boulevard des Promenades ou sur le chemin d'Oka. Puis, en plus, ça ferait vivre le commerce local, les petits restos, les petits commerces avoisinants. Donc, moi, je prends vraiment la résidence de personnes âgées à cet endroit-là. Fait que, oui, c'est plate pour la courbe d'arbres illégale, mais au bout de la ligne, ce terrain-là, je souhaite qu'il soit développé. Donc, ça, c'est mon opinion. Hein? OK. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, je leur demanderai d'ouvrir leur micro. Oui, moi, parler. M. Racine avant. Pas de problème. Est-ce que Oui. c'est à mon tour, Mme Paulus? Oui. Pour la coupe d'arbres illégale, j'ai rien à lui reprocher. Je me pose souvent la question pourquoi il n'a pas fait sa demande. À part ça, moi, le rapport qui a été fait concernant ce terrain-là, on parle de mauvais drainage, d'herbage envahissant. Il n'y a pas aucune flore qui a une certaine valeur, ni faune. S'il y avait de la construction qui se faisait là, comme Frédéric disait, pour des personnes de certain âge ou de la location, avec la revalisée de terrain, là, en faisant une plantation là, ciblée, je pense que ça serait un avantage pour la ville, ça serait beaucoup plus joli, puis le monde pourra en profiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Oui, moi, Jean-Guy Blot. Je ne vais pas répéter toutes les paroles de Frédéric, mais moi, je suis allé en politique, c'était pour avoir la maison pour les aînés. Fait que, je veux dire, mais je considère aussi que la coupe d'arbres, peut-être, elle a dû demander un permis, mais de toute façon, je considère qu'on peut couper un arbre, mais quand c'est pour le bien de la communauté. Quand c'est pour le bien de la communauté, qu'on va construire des maisons, pas des maisons, une maison pour les aînés, je rêve à ça, de demeurer ici dans une maison pour les aînés. Puis beaucoup de citoyens, de mes amis, c'est ça qu'ils veulent absolument, là. C'est pas d'autre chose. Mais c'est plate que ça soit reviré comme ça, mais j'aimerais encore que ça soit pris en considération d'avoir une maison pour les aînés dans cet endroit et puis que le constructeur prenne ça en considération, même avec son développement du centre-ville. C'est tout. C'est pas mal tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Jean-Guy La Jeunesse. Ben, moi, je suis d'accord avec les autres membres du conseil. Frédéric, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment ce que moi je voulais dire aussi. Je sais que ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. J'ai même approché un des promoteurs de villes avoisinantes comme Mirabel pour venir s'établir ici. Mais ils ne veulent pas s'entendre avec GBD et tout ça. Puis aussi pour la réglementation. Mais moi, c'est sûr et certain que ça fait quand même 35 ans que je suis dans cette ville-là. J'ai vu cette forêt-là qui a été comme laissée pousser. 80% des arbres là-dedans, c'était des trembles, des peupliers. Pour moi, ça n'a pas une grande valeur. Il y a des municipalités qui auraient été mis à l'amende pour laisser pousser les arbres de cette qualité-là. En parlant d'un Pantigny, les autres, ils n'acceptent pas qu'on laisse pousser un tremble ou un peuplier sur leur territoire. Donc, pour moi, oui, je sais que c'est un arbre et ça a toujours une valeur, mais selon moi, ça n'avait pas une grosse valeur. C'est sûr que s'il fait un projet et il replante 2000 arbres qui vont être plus de valeur, c'est pas comme si c'était un érablière, là. Selon moi, je sais que ça fait de la peine quand on coupe un arbre, mais c'est son terrain à lui, c'est son projet. Il veut se développer, on le sait, depuis plusieurs années, il nous a présenté des plans. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Oui, et bonjour.
Le terrain comme tel, ça fait des années qu'il est sujet à discussion. Dans le temps de M. Robillard, quand il était au CCU, on avait mis un PPU dessus. Qu'est-ce qu'il parle déjà? Ça a déjà existé un PPU sur ce terrain-là. Le PPU ne dure qu'un certain temps. Après ça, le promoteur peut refaire de quoi. Le PPU ne règle pas le problème. C'est au conseil à prendre une décision. Le terrain comme tel, c'est une forêt qui est le reliquat d'un terrain laissé à l'abandon. Il n'y a rien qui a été. C'est de la friche et moi j'appelle ça de la fardoche qui au cours du temps c'est poussé avec qu'est-ce que ça amène, les mauvaises herbes et tout. Et puis à ce niveau-là, ce terrain-là, si ça serait réellement une forêt urbaine, je verrais probablement la protéger, mais je ne considérerais pas que ce terrain-là est une forêt urbaine. C'est plutôt une terre laissée en friche qui a poussé avec le temps. Il y a quelques bons arbres dedans, peut-être exiger qu'ils les gardent, mais le restant, là, c'est presque de la mauvaise herbe dans mon livre à moi. Alors, vous avez l'opinion de tous les membres du conseil. Mais je suis content. C'était pas un PPU, c'était un PPC-moi à l'époque qui avait été fait. C'est une autre façon de geler un secteur. Là. Donc, à ce que je comprends, vous semblez tous vouloir avoir une maison de personnes âgées. Le gros du problème, c'est que dans la grille des spécifications pour cet emplacement-là, ben, cet usage-là est inexistant. Donc là, vous semblez tous d'accord avec un système, mais vous n'avez pris aucunement action pour faire un changement de zonage, pour essayer d'amener une maison de personnes âgées. En plus, ben, en gelant le secteur, ben, soit un PPU ou une autre façon, un règlement de contrôle intérimaire, ben, ça permet d'aller consulter les citoyens, ce que vous faites rarement, voire jamais. Je pense que là, à l'entour de la table, vous avez plein d'idées concernant le centre-ville. Je pense que les citoyens auraient aussi plein d'idées concernant leur centre-ville. Puis je pense qu'on devrait les écouter. Donc, voilà pourquoi de prendre un peu plus de temps avant que le promoteur dépose officiellement un projet, parce que, encore là, le promoteur, dans un mois ou deux, peut déposer un projet sur l'ensemble de son secteur, puis ça peut être un projet avec des condos et des commerces, puis il n'y a aucune place de ça. Il peut ne pas se retrouver une bâtisse pour les personnes âgées. Fait que là, vous avez une volonté pour faire quelque chose pour les personnes âgées, mais vous n'avez mis aucune action pour amener ce projet-là à terme. M. Robillard, je vous remémore qu'on avait étudié il y a quelques temps et c'est vous qui vous y êtes opposé. Alors, maintenant, je vais vous revenir là-dessus. Mais est-ce que vous vous souvenez aussi de la dernière assemblée lorsque je vous ai demandé est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été déposés pour ces secteurs-là? Vous m'aviez dit aucun. Ça veut dire que quand vous avez fait le changement de zonage en 2018 pour avoir, je rappelle bien, du 8 étages, des condos. Ben, 6 à 8, ben oui, 6 à 8 en multilogement, puis de 3 à 8 pour de l'institutionnel. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun projet qui avait été déposé officiellement. Là. Ben, on avait sur la table, et vous vous en rappelez, je l'ai dit à maintes reprises, nous avions un CHSLD qui devait venir s'installer et il est allé au Patriote à Saint-Eustache. Ben oui, il y a 2 étages à Saint-Eustache. Pourquoi faire un changement de zonage pour 8 étages? Bon, mais je suis quand même content que vous entendre parler parce que
En 3 ans, c'est la première fois que chacun de vous a émis son opinion alentour de la table. C'est vraiment apprécié. Merci. Tu vois qu'on est solidaire? Ben oui, oui, vous avez été aussi solidaire dans le silence pendant longtemps, mais Alors, M. Leblanc, je vais y aller avec la piscine. question. Je tiens à préciser que c'est des questions. Donc, les plans et devis sont rendus à combien de pourcents dans leur évolution? La dernière fois, en novembre, on était à 75%. Donc, on est rendu, c'est quoi le pourcentage d'accomplissement des... Je pourrais vous donner la réponse. Alors, M. Scanlan, quelle est la réponse pour M. Robillard? On est quasiment à 95%. 90-95% des plans. OK. Donc, 95%, ça veut dire que vous connaissez déjà l'implantation de la piscine. Donc, votre micro. Oui, c'est ça, on connaît déjà l'emplacement de la piscine. Bon. Et pourquoi vous ne la divulguez pas, l'emplacement de la piscine, si on la connaît déjà? Parce qu'elle est rendue à 95%, si vous changez l'implantation de la piscine, c'est que on fait une bonne partie des plans et devis, là. Mais là, on va attendre d'avoir la réponse pour la subvention et après, on va le divulguer. Et on le dit aux questions qui nous ont été posées. Dès qu'on va avoir la subvention, la confirmation de la subvention, oui, on va le déposer. Okay. Est-ce que c'est l'implantation de la piscine? Est-ce que c'est la même implantation que lorsque vous m'avez montré des plans il y a quelques mois, M. Scanlan? Oui, exactement la même. Et dans le fond, l'emplacement où est-ce que la piscine va aller, ben, il y a une partie du parc Félix, puis il y a une bonne partie, la piste cyclable va être carrément enlevée de ce secteur-là. Et puis la piscine va être construite à côté sur le garage municipal, sur la clôture du garage municipal. C'est bien ça? Elle n'est pas à côté exactement, mais elle n'est pas loin de la clôture. La piste cyclable ne passera plus derrière le garage municipal. Non, pas ça. OK. Attendez, Mme Paulus, je n'ai pas fini mes questions. Donc, on va faire bifurquer la piste cyclable vers le boulevard des Promenades ou chemin d'Oka? Vers le boulevard des Promenades. OK. Entre le garage municipal puis la rue des Tilleuls. Oui. OK. Et dans l'étude environnementale aussi, on parle que c'est une zone qui est particulièrement riche. Fait qu'on va faire passer la piste cyclable là-dedans aussi. Elle va passer dans le boisé. OK. Et ça ne vous tente pas de faire une consultation publique ou commencer à montrer des esquisses de la piscine? Pourquoi toujours attendre une fois que tout est fait pour le montrer à la population? Bien, M. Robillard, si on n'a pas de subvention, il n'y en aura pas de piscine. C'est pas compliqué, il n'y en aura pas. Oui, mais même si on n'a pas la subvention puis on ne l'a pas, ça n'empêche pas de montrer les plans à l'avance aux citoyens. On allait le montrer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, ça devrait être février-mars, on devrait le mettre sur le site Internet de la Ville. On est à 95%. Vous avez déjà des esquisses. Mettez-les sur le site Internet pour que les citoyens puissent la voir, la piscine. C'est un entêtement à ne pas informer les citoyens, Mme Paulus. Oui, M. Robillard. Avez-vous d'autres questions, M. Robillard? Oui, j'en ai d'autres. J'ai des questions pour... c'est des citoyens qui m'ont envoyé ça tantôt. La convention signée pour échanger des terrains avec du Moulin, est-ce que c'est la preuve que la Ville accepte le projet du promoteur? Non. Non. Fait que là, parce que vous m'avez parlé tantôt là, des 10 de parc, là, Oui. on a eu une entente. Le 10 de parc veut dire qu'ils vont pouvoir développer à cet endroit-là, oui. Parfait. Le milieu humide qui était à l'origine de 0,4 hectares, qui a été revu à la baisse à 0,02 hectares, alors qu'au même moment, la MRC changeait la réglementation pour la protection des milieux humides de 0,3 hectares et plus. Est-ce que la Ville va faire une résolution pour demander des explications au ministère de l'Environnement?
On n'a pas du tout regardé cette facette-là. Alors, Mais c'est parce que ce qui a été déposé au ministère de l'Environnement, c'était 0,02 hectares. Puis ce qu'on a comme étude, ben là, on est rendu à 0,2. À l'époque, il y avait une étude à 0,4. OK. Notre étude a été transférée au ministère de l'Environnement. OK. Mais on ne fera pas une résolution en tant que telle là, pour. Mais il faudrait que le ministère de l'Environnement dise que ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient et qu'ils retirent le CA qu'ils avaient donné aux promoteurs. Et c'est pas vraiment. C'est dans le but d'avoir des explications formelles du ministère de l'Environnement. Là. Ben, on va regarder avec le service d'urbanisme qu'est-ce qui est possible de faire. Parfait. Le promoteur dit que les travaux dits préparatoires aujourd'hui dans le communiqué de décembre ont été faits conformément à la réglementation et aux discussions avec la ville et la mairesse. Est-ce qu'il y a des choses que l'on ne sait pas? Non, moi, comme j'ai dit, il y a une journaliste qui m'a appelé aujourd'hui à ce sujet-là. Et comme je lui ai dit, je crois que c'est l'année dernière, M. Dumoulin m'a rencontré avec son adjointe et le service d'urbanisme. Et ils voulaient faire exactement ce qu'ils ont indiqué dans leur communiqué de presse, faire savoir à la population quelles étaient leurs intentions et ce qu'ils avaient l'intention de construire à cet endroit-là. Et finalement, ils ont changé d'idée et ils n'ont pas fait leur plan de com comme ils voulaient. Okay. Concernant la Prucheraie, est-ce que les échanges de terrain qui ont été faits à l'époque, c'est des terrains qui ont été donnés en frais de parc ou c'est un don du promoteur? C'était des frais de parc plus la ville a dû payer pour des terrains. OK. Parfait. Donc, lors d'une précédente rencontre, j'ai parlé, je pense que c'est en décembre, je ne me trompe pas. Je vous ai parlé d'une problématique de stationnement au coin de la 43e, là, près du chemin d'Oka, où est-ce qu'il y a la garderie. On se stationne des deux côtés. Vous m'avez dit on envoie ça au comité de circulation. Est-ce que le comité de circulation a regardé cette problématique-là? Oui. Honnêtement, je ne peux pas vous dire ce que ça a donné au comité de circulation. Hein? OK. Avoir le visage de M. Racine, je pense que ça n'a pas passé au comité de circulation. Je peux parler, je sais pas à quel endroit exact. 43e, près du chemin d'Oka, là. Là, je ne me souviens pas qu'on a parlé de ça. C'était fin octobre, début novembre. OK. Mais on était supposé, vous étiez supposé de l'emmener au. Monsieur Scanlon, est-ce qu'on pourrait vérifier demain? Puis il va revenir. C'est prévu au prochain comité de circulation, c'est un sujet qui a été racheté. Au prochain, le dernier est tenu au 1 octobre, fait qu'on l'a racheté au prochain qui s'en vient. Puis quand le prochain? Il n'y a pas de date de fixée, ça devrait être à fin mars à peu près. Ouais, à peu près. Il n'est pas possible d'en avoir un avant? On pourrait le faire au début mars, ça va, M. Scanlon? Ouais, on pourrait regarder une date plus bonne heure. Au début mars, c'est pas de problème. Mercredi, début mars. Pas de problème. OK. C'est encore dans un mois. OK. Autre problématique aussi, rue de l'Aubier dans le secteur de l'école des Lucioles. Là, je pense que c'est il y a 2 ans que vous avez fait des modifications au niveau là, de la rue de l'Aubier. Il y a une partie de la rue qui est sens unique, à partir de la rue de la Sève jusqu'à l'école. Sauf que là, le bout entre la rue de la Sève, parce que ça fait comme
une embranchement, là, ça part de la rue de la Sève et ça revient sur la rue de la Sève à côté de l'école. La portion qui est en face de l'école des Lucioles n'est pas sens unique, donc il y a des personnes qui rentrent vers Saint-Joseph sur la rue d'Aubier, mais qui pointent le nez sur un sens unique, donc ils ne peuvent pas passer par là. J'aimerais ça que le comité de circulation revoie ce secteur-là pour voir, mais pour l'analyser, là, comment ça a été les 2 dernières années, parce que pour avoir parlé avec les gens de l'école des Lucioles, c'est une problématique là, quand les parents vont chercher les enfants. Donc, c'est un peu chaotique, puis c'est assez difficile là, de la circulation là, des enfants et des parents là, qui vont jusqu'à leur auto ou qui vont porter les enfants à l'école. Donc, pour la sécurité des enfants, je pense que ça serait intéressant de peut-être revoir ça parce que je sais que la police a été là dernièrement pour faire de la sensibilisation avec les parents qui étaient là avec leur véhicule. On va le faire ajouter au prochain comité de circulation. Exactement. Patinoire de l'école des Lucioles, à date, je suis allé la voir, c'est pas top. Parce que là, on a mis un amas de terre et de roches sur une partie. Ça doit être, j'espère que c'est le terrain qui appartient à la ville, mais qui donne un peu dans la cour d'école. Si on n'est pas capable de faire la piste cyclable, parce que c'est un endroit qui est en plein soleil, qui n'a pas de bande, donc aussitôt que ça fond un peu, l'eau, elle s'en va. En temps de pandémie, les gens de l'école trouvent difficile d'avoir de la distanciation avec les enfants. Fait que c'est un secteur qui aimerait avoir. Mais je sais aussi que pour y avoir été en fin de semaine, j'ai vu quelques traces de lames de patin sur la glace, mais elle était vraiment raboteuses, puis il y a des places, là, il y avait des roches. Si on n'est pas capable de la ramener, ben, et puis de réussir à faire une patinoire, ben, peut-être la laisser tomber, puis remettre peut-être cette partie-là aux enfants qui vont à l'école des Lucioles, là, qui puissent profiter de la cour. Puis en même temps, il y a des parents qui se questionnent au printemps, cet amas de roches et de terre-là, ça va avoir l'air de quoi? Parce que là, c'est un buton qu'on a monté là. Donc, j'aimerais ça que les travaux publics. Ils ont eu de très gros problèmes au début quand ils ont fait les patinoires parce que l'eau s'écoulait tout le temps à cause du problème de gelée. Là. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ces espèces de butons-là et je peux pas répondre. Là. Il faudrait qu'on vérifie avec le service de la voirie. Là. Les travaux publics. Voir c'est quoi la problématique et puis qu'est-ce qui va arriver avec. Au printemps, là, mais que ça fonde, là, ça risque d'être de la bouette, puis les enfants, c'est sûr qu'ils vont aller jouer là. OK, Il n'y aura rien d'intéressant pour les parents qui vont aller chercher leurs enfants le soir. Là. OK, on va faire vérifier avec les travaux publics. Parfait. Ah oui, j'ai. Est-ce qu'il est possible de mettre en priorité le secteur là, où est-ce qu'il y a alentour qu'il y a de la construction pour les balais de rue au printemps? Parce que là, présentement, l'embranchement de Lorette-Théoret pour la 640, la chaussée est extrêmement sale. Puis en même temps, peut-être, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, voire des années, d'avoir une réglementation pour peut-être forcer le promoteur qui fait des travaux à nettoyer les rues qui empruntent là, avec ses camions, là, parce que on a les rues qui sont avoisinantes, qui sont très sales, avec plein de débris. Puis au printemps, mais ça ne sera pas mieux non plus. Donc, en plus de les mettre prioritaires, peut-être de regarder pour une réglementation à cet effet-là. Et feux de circulation sur le chemin d'Oka, quand est-ce qu'ils vont rentrer en vigueur? Ils vont être fonctionnels pour le 1er mars, d'après ce qu'on m'a dit aujourd'hui. OK. Est-ce que, puis côté poursuite ou côté
judiciaire, là, est-ce que ça a un impact sur le fait qu'il est en service le 1er mars ou? Ben, ça devait l'être au mois de le 31 décembre ou quelque chose comme ça, la date initiale. Là. Alors, je ne sais pas, oui, ça risque d'avoir un impact, mais bon, on verra ce que les procureurs au dossier vont dire. Okay. Concernant le déneigement, la dernière tempête, ça a été le cas dans ma rue, là, ça n'a pas été déneigé à sa pleine largeur. Donc, je ne sais pas si on peut porter une attention particulière à la prochaine tempête, d'essayer de déneiger le plus large possible. Parce que là, c'est pas parti pour être le cas cette année, là, mais si on a une couple de tempêtes, une à la suite de l'autre, il y a des rues qui risquent d'être problématiques. Okay. Liberté jeunesse, on prévoit le centre de service scolaire, là, il prévoit de mettre pas les habitations, là, mais les modulaires, là, les roulottes, là, ils vont les mettre où? Dans le fond du stationnement des autobus. Okay. Dans le fond complètement du terrain. Dans le fond complètement du terrain. Où est-ce qu'ils entreposent la neige? Là? Dans le fond, là, il y a des montagnes de neige, là, dans le fond, là, où est-ce qu'il y a l'accès pour aller au parc de la Prucherie? Dans ce coin-là. Okay. Plus, bon, ben, ils vont quand même garder une partie du stationnement, là, ça va être entre une partie du stationnement va être gardée, puis ça va être vraiment dans le côté entre l'école et le boisé qui est derrière. Okay. J'aimerais ça que si ça pouvait passer dans les mains du service incendie, parce qu'il y a une borne fontaine qui est carrément dans le champ, dans ce coin-là. Donc, c'est au moins porter une attention particulière à cette borne-là, parce que déjà, elle est un peu loin du chemin. Là. Donc, si on met des modulaires là, ben, ça risque d'être plus difficile pour aller éteindre un feu s'il y a lieu. Duro King, on est rendu à combien en dépassement de coût avec Duro King? Je ne peux pas donner la réponse là. Impossible pour moi de vous donner ça aujourd'hui. Okay. Est-ce qu'il est possible de me revenir là-dessus? Puis, est-ce que ça a un impact sur le règlement d'emprunt de 50 millions? On ne dépasse pas encore. Alors, ça n'a pas d'impact. OK. Mais en même temps, si vous pouvez me donner un ordre d'idée de... On est rendu à combien? Les dépassements de coûts, on va demander à la trésorerie et puis notre adjointe vous transfère ça. Parfait. Puis, dernièrement, j'aimerais faire un petit message et ça fait deux, trois posts là, sur Facebook, là, comme quoi qu'il y a de l'inquiétude, là, parce que là, suite à la coupe d'arbres, ben, à chaque fois qu'on voit une machine à quelque part, il y a une panique qui s'installe. Parce qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu là, le 19 et le 23. Il y a l'abbaye qui est à l'entrée de la ville dans le secteur Est. Juste, dans le fond, de ne pas vous inquiéter, j'ai parlé avec... moi, j'ai fait les vérifications et j'ai répondu à des citoyens et ils sont en train de faire des fossés parce qu'il y a de l'accumulation d'eau, parce que c'est en pente chez eux et il y a de l'accumulation d'eau qui va sur les terrains des gens qui demeurent autour des terrains de l'abbaye et ils font même une canalisation qui va aller vers le pluvial. Exact. Comme ça, ben, y a pas, le terrain n'est pas vendu, il n'y aura pas de construction, il n'y aura pas de condo. J'ai déjà répondu à des citoyens à cet effet-là. Ouais. Excellent. Ben, merci. OK. Alors, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée? François Lefebvre propose. Qui l'appuie? Jean-Guy Lajeunesse l'appuie. Alors, M. Lajeunesse, on vous souhaite un joyeux anniversaire pour demain. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.